respire. Donner la vie est le plus beau cadeau qui soit. Voir grandir son enfant, le voir s'épanouir est pour les parents une source de grande satisfaction. Mais que faire lorsque le rêve du poupon adoré se transforme en cauchemar? Que faire lorsque le mal semble avoir pris possession de l'enfant? Dans le rituel du baptême, on dit que la personne renonce en quelque sorte au péché et au mal, et donc ainsi étant comme plongée dans le Christ, revêtant le Christ, elle est en quelque sorte assurée de la victoire sur tous les esprits mauvais. Quand je discerne, par exemple, que ce qui les tourmente, c'est une maladie mentale, moi, je vais leur apporter un secours spirituel, mais j'ai la conviction que le démon ne rend jamais malade. C'est une personne malade qui va relier sa maladie au démon. Les manifestations des gens qui sont possédés, c'est souvent une forme de violence verbale qu'on détecte en premier lieu. Les yeux, souvent, c'est dans les yeux que ça se sent. Les yeux ne sont plus les mêmes. Et les gens qui sont autour de ces personnes-là, tout d'un coup, ont l'impression qu'ils sont plus en présence de la même personne. L'histoire vécue par les membres de la famille Laprate-Roy est troublante. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin pour cette petite famille, semblable à tant d'autres. Au moment où je suis tombée enceinte de Marie-Claude, Éric et moi, on était nouvellement mariés, déjà un jeune couple amoureux, avec un enfant. J'avais un fils d'1 an, Cédric. L'accouchement de Marie-Claude a été difficile parce que ça a été long, ça a été douloureux. Les médecins ont été obligés là, de la sortir in extremis. Et là, Marie-Claude respirait pas bien, elle avait des sécrétions, le nez obstrué, donc ils ont été obligés de dégager les voies respiratoires. Dès les premières heures de vie de Marie-Claude, Annick ressent une impression étrange. En présence de sa fille, Annick se sent soudainement tenaillée par une angoisse, une peur qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. J'étais seule avec elle, puis un beau moment intime avec son bébé. Là, puis à un moment donné, je l'ai sentie se réveiller, donc elle commençait à se bouger. Puis elle avait encore les yeux fermés, mais là, je me suis mis à avoir peur et je sais pas pourquoi. J'avais le cœur qui battait rapidement. Et là, je me disais, ben voyons. Puis là, elle a ouvert les yeux, et quand elle a ouvert les yeux, c'est un regard froid et dur, une pupille très, très, très dilatée. Et ça m'a fait peur, ça m'a saisi. C'est vraiment pas le regard d'un bébé naissant qu'on s'attend de voir. Puis dans la nuit, elle m'a appelé. Puis elle venait de demander qu'on y retire Marie-Claude parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas aimé ce qu'elle avait vécu avec elle. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec Marie-Claude. Puis elle avait eu peur. Et là, j'ai tenté de me raisonner en disant, ben voyons, ça n'a pas de sens, c'est un bébé naissant. Là, fait que je me suis mis à chanter, à la cajoler, mais mon cœur battait de plus en plus vite et là, je suis devenue inconfortable. Donc, j'ai appelé l'infirmière pour qu'elle vienne chercher Marie-Claude pour le temps que je me ressaisisse un peu. Au départ, avec Marie-Claude, elle était beaucoup malade. Bon, il y avait souvent à pleurer beaucoup, puis elle dormait pas bien. Puis elle nous pétait des crises assez hors de l'ordinaire, que je dirais. Le problème avec ça, c'est que ça pouvait être spontané. C'est là où ce que moi, ça venait me chercher. Je dis, ben pourquoi, là, ça allait bien, là, quelques minutes, puis là, tout d'un coup, elle passait comme à une autre personne. Il existe des phénomènes qu'on appelle les cas de possession,
où des entités, ou en fait des âmes, cohabitent de façon très intense avec une personne humaine. Et ces phénomènes-là se produisent pour toutes sortes de raisons. Le premier étant un très grand déséquilibre énergétique, souvent aussi psychologique, jusqu'à un certain point chez la personne qui est possédée, si on peut utiliser ce terme-là. La première crise de Marie-Claude qui m'a vraiment interpellée, qui m'a mis la puce à l'oreille, que ça allait vraiment pas, c'est que j'étais au salon avec Cédric et j'ai entendu du bruit en haut. Je croyais qu'elle s'était levée de sa sieste. Donc, en arrivant en haut, je l'ai trouvée dans la salle de bain. Et là, elle m'a regardée. Et là, c'était les yeux, une grande pupille dilatée, un regard noir, un regard très froid, très dur, très livide. Je me suis approchée d'elle, puis je lui ai demandé de mettre le rouge à lèvres dans le tiroir. Et là, elle m'a regardée toujours, elle soutenait tout le temps mon regard. Elle a pris le rouge à lèvres, puis elle l'a tout écrasé au complet. Ses gestes étaient très lents, très lents, c'était pas un comportement habituel chez un enfant de 2 ans. Et là, je soutenais son regard, puis j'essayais de comprendre, parce que c'était la première fois que ma fille m'échappait comme ça. J'avais l'impression que c'était pas elle qui était en avant de moi. Il y avait à peu près 10 rouges à lèvres par terre, là, fait que j'en ai donné un autre et elle a refait la même chose. Elle les a tous écrasés, toujours en me regardant dans les yeux. Et elle a fait ça jusqu'au dernier rouge à lèvres. J'aimais pas ce qui se passait là. J'avais aucune idée de ce que c'était. Mais là, je sentais que c'était plus juste un trouble de comportement. Là, il y avait quelque chose qui m'échappait. C'était plus ma fille qui était là. Annick Laprate devenait de son propre aveu obsédée par le comportement de sa fille. Elle guettait chaque petit signe et appréhendait à chaque fois la crise. Lorsque Marie-Claude a commencé à faire des crises, on s'est beaucoup questionné sur la nature de ces crises-là. Parce que Marie-Claude, dans un premier temps, était déjà hyperactive, ça, on le savait. Ce qui arrivait à un moment donné, sans qu'on s'en attende, subitement comme ça, elle changeait de comportement, radicalement. Donc, ce qui se passait, c'est que Marie-Claude devenait de plus en plus hyperactive, sa voix devenait de plus en plus aiguë. Et là, elle pouvait commencer à être dans une colère là, vraiment incroyable. Je pense que je m'en ai pas vraiment rendu compte moi-même. Ça n'a pas venu de moi. C'est surtout Annick qui me faisait réfléchir à tout ça, puis voir, regarde, il s'est passé telle chose. Puis moi, j'étais plutôt du genre à essayer de dire, ben non, voyons, ça va se replacer, elle est tout petite, en vieillissant, ça va s'améliorer, ces crises vont s'en aller. J'essayais plutôt tout d'atténuer ça, puis de pas vraiment voir. Ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est le fait que lorsque la crise était terminée et qu'elle revenait à elle, Marie-Claude n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait. Donc, je soupçonnais un problème psychiatrique ou quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Il y a des phénomènes qu'on dit psychotiques parce que ce n'est pas réel, comme des hallucinations qui surviennent chez n'importe qui. Chez les enfants, il faut toujours être très prudent avant de parler de maladie mentale et de psychose. Parce que les enfants ont vraiment une imagination et ça les amène à se créer des mondes parfois très fantaisistes. La différence, c'est quand ils sont capables de revenir dans la réalité. Et dire ça, c'est mon compte, puis par ailleurs, il y a la réalité. C'est les enfants qui restaient trop souvent dans un monde imaginaire qui les éloigne de la réalité, là, ça penche plus vers la maladie à ce moment-là. Chaque expérience, qu'elle soit visible ou invisible, peu importe, elle devient une représentation pour la personne qui la vit. Alors, chaque expérience est reçue selon son vécu, est reçue selon son expérience, selon sa mentalité, son éducation, sa culture. Il y en a bien des choses là-dedans. Alors, si c'est reçu dans un récipient déjà perturbé mentalement, je suis pas sûr que ça donne des beaux résultats. Dès son plus jeune âge, Marie-Claude adopte un comportement étrange. Elle dort très mal et déambule dans la maison, alors que tout le monde est couché, en marmonnant des paroles incompréhensibles. Et lorsqu'elle arrive à s'endormir, Marie-Claude se réveille en plein milieu de la nuit en hurlant à plein poumon. Marie-Claude était différente, dans ce sens qu'on voyait que son humeur changeait trop rapidement. À un moment donné, je dis à mon épouse, je dis peut-être que serait mieux de consulter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce que tu peux pas changer de caractère
en 2-3 secondes. Là. Fait que Marie-Claude, c'est ce qu'on s'était aperçu à ce moment-là. Les gens qui sont possédés ont la plupart du temps conscience qu'ils sont possédés. Donc c'est très désagréable et c'est très inconfortable et très difficile à vivre pour ces personnes-là. Et surtout, quand les phénomènes se produisent assez fréquemment, en moins de 2, une parole, un geste peut faire en sorte qu'il y a un revirement de situation et où l'âme qui possède prend la place de l'autre. Et tout d'un coup, a sa propre personnalité et change la donne et l'interaction avec l'environnement et l'entourage. Tu l'as eu, bravo, c'est beau! La première crise auquel Éric a assisté, c'était un beau soir d'été. On avait passé vraiment une belle journée à l'extérieur, tout allait bien, Marie-Claude allait vraiment bien. J'étais en train de faire un casse-tête avec Marie-Claude. On était assis à terre, on avait beaucoup de plaisir, c'était le fun, puis elle riait, je lui donnais ses morceaux, puis c'était une maniaque de casse-tête. Puis tout d'un coup, pour aucune raison, elle s'est levée, elle m'a regardé. Puis là, à ce moment-là, quand elle m'a regardé, c'était froid comme regard. Je me suis senti en voulant dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle a. Puis tout d'un coup, elle s'est juste élancée, puis j'ai reçu une bonne claque en pleine face. J'entends Éric me crier « Annick ». Tu sais, comme « Annick, viens ici, ça presse ». Je suis allée le rejoindre dans le corridor et là, j'ai vu Marie-Claude qui était en petite boule de fœtus. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux et c'était encore ce même regard-là, froid et vide. Puis elle s'est levée tranquillement. Je me souviens, c'était quasiment comme au ralenti, là, tu sais. Et là, elle s'est mise à regarder partout dans la maison, comme si c'était la première fois qu'elle regardait la maison. Elle semblait pas nous reconnaître, elle semblait pas là, reconnaître les lieux, donc elle observait partout autour d'elle. Ça nous a vraiment cloués sur place. Là, c'était très, très évident que c'était plus notre fille qui était là. À ce moment-là, j'ai eu peur. C'était une peur. C'est venu me chercher en dedans. J'ai pas aimé ça, là. Puis c'est Annick, elle a pris la relève tout de suite à ce moment-là pour aller aider Marie-Claude. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je l'assoyais sur moi. Et là, je prenais son visage entre mes mains et je la forçais à me regarder. Je répétais toujours, Marie-Claude, reste avec nous, regarde-moi, tu sais, je t'aime, reste avec maman, reste avec nous. Puis à un moment donné, je sentais ses muscles se détendre. Là, oups, là, elle pouvait se mettre à pleurer, puis elle s'accotait sur moi. C'était passé, c'était terminé. Et là, elle revenait à elle tranquillement. Et souvent, elle pouvait se mettre à pleurer, mais tout doucement. T'sais, des larmes coulaient, puis là, elle était épuisée. Souvent, elle mettait sa tête sur mon épaule, puis souvent, elle disait « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle venait de faire. C'est extrêmement difficile en tant que mère d'assister à ces crises-là, parce que en tant que mère, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en santé. Donc, d'assister à ça, d'être impuissant, de juste être là, puis de constater que son enfant nous quitte comme ça, puis qu'il entre dans cette violence-là, dans cette violence physique-là, dans cette violence verbale-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Malgré les moments difficiles, Annick Laprate apprend une nouvelle qui lui donne une petite lueur d'espoir. Annick est enceinte de son 3e enfant. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le couple, car c'est dans l'amour que lui porte son conjoint Éric qu'Annick puise la force de continuer à se battre pour sa fille Marie-Claude. C'est certain que j'avais quelques appréhensions. J'avais peur de ce premier contact-là visuel. J'avais peur de retrouver les mêmes yeux. Est-ce que Ariane allait avoir les mêmes troubles de comportement que Marie-Claude? Est-ce que c'était génétique? Est-ce que j'allais avoir un autre enfant qui aurait besoin d'un suivi psychiatrique? J'avais quelques appréhensions, mais en même temps, c'était assez contradictoire comme émotion. La joie d'attendre un nouvel enfant est vite assombrie par les crises de Marie-Claude qui perdurent et qui s'intensifient. Le comportement inhabituel de Marie-Claude suscite des commentaires blessants de la part de certaines personnes. Néanmoins,
Annick reste forte et continue de se battre pour sa fille. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que Marie-Claude aurait probablement besoin d'aide psychologique et même psychiatrique. J'avais peur du jugement aussi, d'avoir un enfant avec des problèmes psychiatriques. J'étais inquiète pour elle, donc c'est certain qu'en quelque part, il y a une partie de moi qui voulait nier ça et qui espérait que la situation allait se résorber d'elle-même. Est-ce que quand on croit en quelque chose, on est porté à remettre nos croyances en question? Je crois que fondamentalement, non. Pourquoi? D'abord parce que nos croyances, il y a un côté un peu propriétaire à la croyance. À force d'être répétée, une croyance s'intègre à l'ensemble de ce qu'on connaît sur le monde et, évidemment, s'intègre aussi à ce que nous sommes. Parce que nos croyances déterminent en partie aussi ce que nous sommes, la manière dont on s'identifie nous-mêmes. Et parce que l'être humain se concentre fondamentalement à valider ses croyances plutôt qu'à les infirmer, c'est difficile la plupart du temps de se remettre en question. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens en tant que médium. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer. Donc, ce qui fait qu'ils n'osent pas en parler. C'est de l'invisible qui t'arrive à un niveau perceptible. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on se garoche vers les médiums. Et puis ça, il faut les choisir des fois. Si on regarde la question de la possession, souvent les gens vont se poser la question, est-ce que c'est possible que des enfants vivent des phénomènes de possession? Moi, mon réflexe, c'est plutôt de voir le contexte qui pourrait mener un enfant à se penser possédé. C'est-à-dire que la possession n'arrive pas dans un milieu où on n'est pas préparé à être possédé. C'est-à-dire qu'il y a souvent une croyance derrière. Souvent, on va voir peut-être même les parents qui vont participer. Donc, lorsqu'on parle de la possession des enfants, pour moi, il y a une dynamique derrière, qui va être une dynamique familiale, une dynamique sociale, qui va créer cette certitude qu'on est en face d'une possession. Suite aux terribles crises de Marie-Claude, Annick découvre par hasard un article de magazine où il est question de troubles de comportement qui pourraient être liés à l'âme. La dame en question expliquait dans cet article-là qu'elle pouvait entrer en contact avec les âmes pour aider les personnes qui éprouvaient des problèmes de comportement ou des situations difficiles dans leur vie. Donc, avec ce qu'on venait de vivre, tout de suite, cet article-là m'a interpellée parce que moi, tout ce que je voyais, c'était difficultés, problèmes de comportement, tout ça. Et je me suis dit, on a peut-être une piste. C'est autour de ce temps-là qu'elle commençait à me dire, peux-tu croire qu'il y aurait des entités qui prennent Marie-Claude? Qu'une entité prend le corps de ton enfant, ça, tu veux même pas y penser. Là. Tu dis, bien, voyons donc, là, ça se peut pas. Je trouve effectivement que les gens croient un peu trop rapidement, étant donné le vaste étalage sur Internet, dans tous les médias, sur le sujet. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est les gens qui ont un bon sens critique et puis qui doutent, finalement. C'est ma clientèle préférée. J'adore ça parce qu'on peut aller plus loin, on peut sentir les choses, on peut approfondir, se questionner, faire des fouilles, j'aime ça. Ça, c'est important, selon moi, d'avoir un sens critique dans ce domaine-là, parce qu'il y a des charlatans. Et puis, comment le savoir si c'est des charlatans? À un moment donné, on est venu à Montréal rencontrer une personne qui était libérateur énergétiquement, était capable de rentrer en contact avec les entités qui pouvaient prendre le corps d'une personne. Il pouvait nous aider. Il a expliqué qu'il y avait 2 personnes qui prenaient son corps. Mais là, on a demandé, bon, on fait quoi? Puis il a dit, bien, je peux vous aider, mais il nous chargeait, je pense, autour de ça, 4 000 $ qu'il voulait nous charger pour ça. Que moi, qui pas très, à ce moment-là, pas très spirituel et pas encore assez ouvert à ça pour dire, je vais mettre 4 000 $ dans les mains de quelqu'un puis qui va faire disparaître ça comme ça. Pas trop sûr. J'aimais pas trop ça. Pendant qu'il grandit, l'enfant traverse différentes étapes de son développement et subit des poussées de croissance qui influencent son humeur, son imaginaire. Et ceci n'en fait pas un enfant possédé pour autant. Est-ce que la grossesse d'Annick ne cachait pas, au fond, une sensibilité à fleur de peau?
Une sensibilité qu'elle avait tendance à projeter sur Marie-Claude et qui entraînait le comportement négatif de la petite fille. Lorsqu'on regarde la question de la possession des enfants, on s'aperçoit qu'il y a plein de facteurs qui pourraient influencer l'émergence d'un phénomène comme celui-là. Par exemple, plus on est jeune, plus on est près aussi d'une phase où, par exemple, les enfants vont avoir un ami imaginaire. Il y a des croyances aussi qui pourraient amener à penser que ce que voit l'enfant est un démon ou un esprit. Là, il faut faire attention parce que on va influencer, donc on va déjà projeter sur l'enfant des valeurs qu'il va, bien sûr, véhiculer et peut-être même lui-même projeter à l'intérieur de ce phénomène-là, qui est un phénomène qui va l'aider à structurer son identité, mais qui va être influencé par un contexte, cette fois-ci, religieux. Comment décrire les gens qui viennent et demandent à l'Église de procéder à un exorcisme? Eh bien, je dirais que le premier trait, c'est sans doute des personnes très malheureuses. Des personnes qui ont peut-être essayé toutes sortes de choses pour se libérer de ce qu'elles ressentent comme une possession d'esprits mauvais, d'esprits maléfiques. Des personnes qui sont certainement désorientées à certains égards. Donc des personnes qui souffrent beaucoup et qui cherchent à s'en sortir. On ne donne jamais un exorcisme à un malade psychologique. Mais s'il se présentait une situation où tous les éléments m'amènent à discerner qu'il y a une véritable possession, c'est sûr que je demanderais à l'évêque une permission de l'exorciser ou de trouver quelqu'un qui pourrait pratiquer l'exorcisme. Les autorités ecclésiastiques reconnaissent l'existence de cas de possession. Elles dispensent même une formation qui permet à certains membres de l'Église d'offrir soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Moi, ici, à Québec, depuis 7-8 ans, je reçois à peu près toutes les personnes qui ont fait des demandes et ça va à peu près une 40aine par année. Ça prend toujours une permission de l'évêque du lieu et une permission pour chaque situation précise quand il s'agit d'un exorcisme véritable. Mais c'est rare, hein? Parce que les personnes qui auraient besoin d'exorcisme, on ne les voit pas. Je t'exorcise, créature du sel, par le Dieu vivant. Le rituel romain d'exorcisme se fait par un prêtre qui récite des prières très précises. Les personnes se croient possédées. Et c'est pour ça qu'ils demandent l'exorcisme. Alors, moi, le discernement que j'ai à faire, c'est d'essayer de saisir par quoi la personne exactement elle est tourmentée. Et là, il y a toute une série de réalités qui peuvent arriver. Soit du démon, soit des démons, soit des esprits méchants, soit des entités méchantes. Je vais apporter un secours à la personne, je vais l'écouter, je vais l'inviter à faire référence à Dieu qui l'habite. Mais quand la personne elle est tourmentée par une obsession mineure, par une fausse interprétation, moi, je crois que c'est ma responsabilité de défaire une interprétation fausse. Face aux crises de Marie-Claude qui s'intensifient, Annick Laprate vit des heures difficiles. Sa santé physique et psychologique s'en ressent. Épuisée, au bout du rouleau, Annick n'a finalement que très peu de ressources pour l'aider à traverser ces épreuves. Marie-Claude a fait une crise à un moment donné qui était une crise différente des autres. J'étais en bas, à la cuisine, et là, j'entends une espèce de fouillis en haut. Et quand j'ai ouvert la chambre était dans un fouillis total. Et là, Marie-Claude me regarde, et elle était très calme, et c'était elle-même. Elle n'avait pas changé de personnalité, puis elle me dit « Maman, c'est pas moi. » Puis elle me dit « C'est Axime. » Puis là, je dis « Axime? C'est qui Axime? » Puis là, elle me pointe vers le garde-robe, puis elle me dit « C'est lui. » Évidemment, moi, je vois personne. Elle dit « C'est mon ami. » Puis elle me dit « Mais il est pas gentil. » Elle dit « Pas gentil, Axime. » Elle dit « Lui, il est pas gentil, mais son ami est gentil. »
que je bonne le 2 en plus. Pour moi, ça a été un moment de joie. Parce que pour la première fois, Marc-Claude voyait soit des amis imaginaires. À l'époque, je pensais que c'était des amis imaginaires ou peut-être des âmes errantes, mais au moins, il n'avait pas pris son corps. Il n'avait pas atteint sa personnalité. Qui est ce mystérieux Axime? Une entité venue tourmenter Marie-Claude? Ou plus simplement, un ami imaginaire? La réponse à cette question, Annick l'obtiendra lors d'un événement encore plus troublant. Puis un après-midi, Marc-Claude dessinait au salon, puis elle jasait avec quelqu'un. Donc, je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Puis là, et je lui ai demandé avec qui elle parlait. Je me demandais avec qui elle discutait. Et là, elle me dit « en papa Ilio ». Et mon grand-père s'appelle, on l'appelait affectueusement le grand-papa Silvio. Et mon grand-père est décédé plusieurs années avant la naissance de Marie-Claude. Puis on n'avait pas comme tel de photos de lui dans la maison, là, à part dans les albums, là, mais c'était pas... donc elle pouvait pas connaître mon grand-père. Donc pour nous, ça a été un moment magique parce que pour nous, c'était la preuve que Marie-Claude avait la capacité de voir les âmes. Et pour nous, ça a été... pour la première fois, je lui ai pas dit de les faire partir. Je la savais tourner à la maison avec quelques appréhensions parce que je savais que j'avais des choses à régler avec Marie-Claude. Le retour à la maison ne se passe pas comme l'avait espéré Annick. Bien au contraire. Annick doit affronter une nouvelle crise de Marie-Claude. Cédric et Marie-Claude jouaient ensemble à la balle. J'avais Ariane qui était bébé naissant dans mes bras. Et à un moment donné, Marie-Claude s'est mis à rouler la balle de plus en plus vite et de plus en plus fort. Fait que je disais à Marie-Claude de se calmer, de ralentir. Et là, je lui montrais comment rouler la balle doucement, mais il était trop tard. La crise était enclenchée. Cédric pleurait. Marie-Claude criait. Ariane pleurait évidemment à cause de ces cris-là. Donc, j'ai été obligée de laisser Ariane par terre, puis de prendre Marie-Claude et maîtriser Marie-Claude pour pouvoir protéger mon fils et ramener Marie-Claude avec nous. Évidemment, c'est extrêmement difficile pour les parents de vivre une telle situation. Ce qu'on observe, c'est que les parents, à ce moment-là, ont l'impression, face à leur enfant, d'un très grand malaise, comme si leur enfant n'était à la fois plus leur enfant. Et c'est souvent une des premières références, c'est que le parent ne sent plus cet échange amoureux entre lui et son enfant. Au lendemain de cette nouvelle crise, Annick se tourne vers la médecine traditionnelle. Elle emmène donc Marie-Claude chez son pédiatre. Nous étions dans la salle d'attente. Ça faisait déjà un bon 2 heures qu'on attendait, donc Marie-Claude était hyperactive, passait en dessous des chaises, déchirait les revues. Donc, elle était très difficile à contenir et j'osais pas la contenir non plus parce que je voulais pas déclencher de crise là dans la salle d'attente. Dès les premières minutes, le médecin m'a tout de suite dit que Marie-Claude était hyperactive et qu'elle aurait besoin d'un suivi pour hyperactivité. Donc, j'essayais de lui expliquer les crises qu'elle faisait, mais plus j'essayais de m'expliquer, et là, Marie-Claude faisait beaucoup de bruit, il déchirait le papier sur la table, sautait, tout ça. Et à un moment donné, il a pris sa main et il a mis la main sur Marie-Claude. On va dire, tu arrêtes maintenant de bouger. Et là, c'est terminé. Donc là, c'était l'autre personnalité qui a pris la relève. Et tout de suite, moi, je l'ai pris dans mes bras. Puis à un moment donné, ça s'est calmé, les soubresauts ont arrêté. Et elle s'est couchée sur moi. Puis elle s'est endormie sur moi. Quand j'ai levé la tête, le médecin nous regardait, il était complètement... il était sous le choc. Et c'est là qu'il m'a annoncé qu'on venait d'assister à une dépersonnalisation. La dépersonnalisation, la dissociation, c'est un phénomène très rare. Ce en quoi ça consiste, c'est habituellement quelqu'un qui vit une circonstance très pénible
et qui, trouvant ça tellement pénible, décide de se mettre ailleurs. La possession, il faut bien distinguer. La possession, ça fait appel à une conception mythologique que des gens qui peuvent être possédés par le diable, disons. Le type de personne qui va vivre un phénomène de possession ou d'expérience du paranormal, c'est un type qui va être particulièrement ouvert par une prédisposition peut-être d'intérêt ou d'éducation. Donc, il serait tout à fait plausible de voir qu'un esprit désincarné aille vers un enfant puisque celui-ci a déjà une réceptivité qui n'est pas biaisée par un conditionnement de non-acceptation. Et à partir de là, comme l'enfant a cette espèce d'émerveillement tout candide face à ce qu'il perçoit, il serait donc encore là dans la normalité la plus élémentaire que l'enfant et l'esprit désincarné puissent établir un lien. Dans le cas de possession, c'est vraiment comme une double présence à l'intérieur du corps physique. Il y a la personnalité de la personne qui habite le corps, l'âme. Alors, j'ai une âme, et si j'acceptais d'être possédée, il y aurait une autre âme qui viendrait comme s'installer dans mon corps. Et évidemment, l'âme habite aussi au-delà du corps, mais nous serions deux, comme des jumeaux, mais d'un point de vue énergétique. Chez les Laprate Roy, la situation est loin de s'améliorer. Marie-Claude continue de faire des crises de plus en plus difficiles à vivre. Voyant sa santé se détériorer, Annick décide de consulter Marielle, son ostéopathe. C'est lors d'un traitement que Marielle confie à Annick que l'ostéopathie pourrait peut-être s'avérer bénéfique pour calmer les humeurs de Marie-Claude. Comme j'étais en attente pour l'hôpital psychiatrique, j'avais pas à choisir entre deux alternatives. Donc, plutôt que de ne rien faire, en attendant, je me suis dit, je ne perds rien d'essayer l'ostéopathie pour Marie-Claude, ce sera un plus. Lors de l'examen, Marielle, l'ostéopathe d'Annick, décèle chez Marie-Claude une torsion intra-osseuse au niveau de l'occiput. Marielle croit que cette anomalie peut être la cause des problèmes de comportement de Marie-Claude. Pour Annick, ce nouveau traitement constitue un nouvel espoir. L'ostéopathie est une pratique thérapeutique qui fait appel à la manipulation des os. Il s'agit également pour Annick Laprate d'un nouvel espoir pour guérir sa fille des crises incontrôlables qui l'affligent. Marie-Claude parlait mieux. Elle arrivait à se concentrer. Et les crises se sont espacées. Donc, on a réussi à avoir des beaux moments de qualité avec Marie-Claude. Tandis que Marie-Claude débute ses traitements d'ostéopathie, Annick et Éric reçoivent un coup de téléphone qu'ils n'attendaient plus. Un an plus tard, on a reçu l'appel de l'hôpital psychiatrique qui demandait à nous rencontrer. Ils nous ont donc dit que notre cas n'était pas urgent. Ils nous ont donné des numéros de téléphone en cas d'urgence au cas où une crise survenait. Et là, on était placés sur une autre liste d'attente pour approfondir la problématique de Marie-Claude. Donc, quand on est sorti de là, on n'avait pas d'outils. On était laissés à nous-mêmes. Puis on était sur une liste d'attente. Maladie mentale, possession. Difficile de déterminer la validité de tous les diagnostics qui ont été posés pour expliquer le comportement de la petite Marie-Claude. C'est à force de comportements agressifs que les parents en viennent soit à se tourner vers d'autres médecines, d'autres types de médecines, ostéopathie, naturopathie, homéopathie, enfin, pour tenter de trouver une solution à leurs problèmes. Toutes les tentatives d'Annick pour faire cesser les crises de sa fille ont échoué. Bien que les traitements d'ostéopathie aient permis une amélioration dans le comportement général de Marie-Claude, les crises persistent. Et bien qu'elles soient moins fréquentes, elles sont toujours plus intenses. La dernière crise de Marie-Claude a été la pire crise que j'ai pu voir. Je sors de la salle de bain et là, je vois Cédric qui court et est vraiment apeuré. Et je vois Marie-Claude le poursuivre en arrière. Et quand je la vois monter les marches, il est déjà trop tard. Marie-Claude, c'est plus elle-même. Là. C'est les yeux froids, pleins de haine. Vraiment, c'est le regard le plus froid que j'ai pu voir de toute ma vie et de toutes les crises que j'avais vues chez Marie-Claude. Je me suis dit, là, j'avais pas le choix pour une question de sécurité pour tout le monde. J'ai dit à Cédric, prépare-toi, j'ouvre la porte, tu sors rapidement. Donc, je place ta sœur dans la chambre et toi, tu sors parce qu'ils partageaient la même chambre.
Et là, Marc-Claude était toujours dans un état d'hystérie, donc elle criait, elle frappait les murs, elle essayait d'ouvrir la porte et même moi, j'avais de la difficulté à tenir la porte dans mes mains. Donc j'ai fait un nœud à la poignée de porte de Marc-Claude que j'ai attaché à la rampe qui était derrière moi, la rampe de bois derrière moi. Et j'ai attaché ça bien solide, donc Marc-Claude tirait sur la porte. À un moment donné, elle a arrêté. Et là, je crois qu'elle se lançait sur les murs parce que c'est ce qu'on entendait. Donc on entendait les coups là, qu'elle se lançait sur les murs. J'étais complètement dépassée. Je me suis assise dans le corridor avec mon fils à côté et on s'est mis à prier tous les deux. Cédric pleurait, il se demandait comment tout à coup, maman pouvait faire ça. C'était... Et à un moment donné, on a senti que le calme était revenu dans la chambre. Et quand j'ai ouvert la porte, Marc-Claude ne dormait pas. Je m'attendais à ce qu'elle dorme, mais elle était assise. Et il y avait du sang par terre, il y avait du sang sur les murs. Elle s'est retournée, elle m'a regardée. Et c'était un regard absent. Et elle s'est mise à rire et à rire aux éclats. Puis elle saignait du nez, donc elle a pris du sang sur son nez. Puis elle s'est mise à faire un dessin sur le mur. J'ai été tellement sous le choc de voir cette scène-là que j'en ai été malade. Donc j'ai carrément vomi sur place. L'intensité et la violence de cette nouvelle crise de Marie-Claude atteignent des sommets. Annick et Éric se sentent complètement démunis et demandent de l'aide. Il est tout à fait possible de libérer une âme qui est possédée, une personne qui est possédée à l'aide d'harmonisation énergétique. Par contre, il faut tenir compte de deux choses très importantes. Il y a la personne qui est possédée et l'âme qu'on cherche à évacuer de la personne qui est possédée. Mais la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'il faut utiliser une stratégie d'amour. Parce que finalement, il n'y a que l'amour qui peut réussir à libérer la personne qui est possédée. Suite à la dernière crise de Marc-Claude, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec Marielle pour que Marc-Claude soit vue pour m'assurer que physiquement, elle était bien. Et c'est là qu'elle m'a demandé si j'étais ouverte d'esprit, parce qu'elle connaissait quelqu'un qui avait une expérience avec le paranormal et qui était excellent avec les enfants, qui pourrait sûrement aider Marc-Claude. C'est sans aucune hésitation qu'Annick manifeste son désir de rencontrer cette personne. Il s'agit de Michael, un homme habitué à faire face et à soulager la détresse psychologique des autres. On l'a rencontré une première fois, donc Marc-Claude et moi, avec Michael. Suite à cette première rencontre-là, Michael m'a dit que Marc-Claude avait des entités dans son champ vibratoire. Et ce qu'il m'a dit, c'est que l'âme de Marc-Claude n'était pas complètement enracinée dans son corps. Donc, que son âme voyageait et qu'elle avait des entités dans ses corps d'énergie. Ce qui veut dire que quand son âme quittait, ça laissait le champ libre pour les âmes errantes et que les âmes errantes passaient leur influence à travers elle. Après ça, il a expliqué qu'il dit, regarde, ce qu'on va faire, il dit, on va faire sortir les entités du corps de Marie-Claude et on va ancrer son âme pour qu'elle reste dans son corps. Il dit, quand son âme va être dans son corps, comme la plupart du monde, en général, leur âme est solide en dedans d'eux, les entités ne peuvent plus rentrer. Mais il dit qu'il va falloir passer par ce qu'il appelle un exorcisme. C'est un mot qui fait peur, mais c'était plus une libération, enlever les entités de son corps. Les parents de Marie-Claude se font dire qu'une fois de retour à la maison, ils devront prier afin que l'âme de Marie-Claude accepte de réintégrer son corps physique. Le jour de la libération, Marc-Claude et moi, on s'est rendus au bureau de Michael et il a premièrement tenté de bien enraciner Marc-Claude. Par la suite, il a fait la prière de la lumière et c'est à ce moment-là que Marc-Claude a commencé à s'agiter. Puis elle a tenté d'ouvrir la fenêtre. Elle voulait sortir. Je me suis donc levée pour pouvoir prendre Marc-Claude dans mes bras et Michael m'a fait signe non. Et là, je regardais la scène, puis je voyais Marc-Claude dans un état
un état de crise. Michael qui parlait de plus en plus fort. Que tu sois pris dans l'eau. Je trouvais ça difficile de regarder ça. Ça ressemblait à une scène de film, et pour moi, c'était irréel. Pour moi, ça se pouvait pas. C'était difficile pour moi d'absorber tout ça. Et ça devenait toujours de plus en plus intense. L'énergie était palpable dans la pièce. Et à un moment donné, je l'ai senti exprimer haut et fort, commander aux entités de quitter maintenant, de quitter les corps de Marie-Claude. Il l'a répété à plusieurs reprises. Et à un moment donné, j'étais sur la chaise et j'ai senti comme si on me donnait un coup de poing dans le ventre. Donc, j'ai eu de la difficulté à respirer. J'ai senti mon corps comme s'il était paralysé. J'ai senti comme une présence passer au travers. Et là, j'avais de la difficulté à respirer. Et là, je regardais Michael. Et Michael était vraiment face à moi. Et là, il a commandé aux entités de quitter. Et ça a pris 1 seconde. Et là, c'est parti. Quand j'ai ouvert les yeux, quand je suis revenue un petit peu à moi, j'ai vu Marie-Claude, elle était couchée sur la table de traitement. Michael était au-dessus d'elle, puis il faisait des mouvements avec ses mains. Et là, j'ai vu Marie-Claude, les yeux fermés, elle dormait, là, mais paisible, mais paisible. Elle avait les joues rouges, rouges, rouges. Elle avait les cheveux tout trempés, elle était toute mouillée. Mais elle avait l'air d'un ange. Vraiment, un ange au repos. Elle était belle, mais détendue comme je l'avais jamais vue. Et c'est là que Michael m'a dit « Voici ta fille ». Et j'ai ramené Marie-Claude à la maison et puis elle a dormi 48 heures. Pour moi, de savoir si elle est guérie ou pas, écoute, elle a dormi 48 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien pour moi. Bon, elle était fatiguée, virus, quoi, je sais pas. Okay? Je n'analysais pas, j'étais OK, on va la laisser. Mais j'étais en attente de la prochaine crise. Et elle n'est jamais venue. Puis je pense que c'était fini, là. On n'a jamais eu de crise, jamais eu d'autres problèmes. C'était fini à partir de ce moment-là. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que t'attends. OK, ça fait 1 semaine, 2, 1 mois. Là, c'est pas grave, ça va arriver, là. Ça se peut pas que ça soit parti. Puis ça m'a pris plusieurs mois. À un moment donné, je pense que je me suis réveillé. À un moment donné, je disais, elle n'en a plus, là. Elle n'a plus de crise, là. C'est fini, là. Après que Marie-Claude ait été libérée de l'autre âme qui l'occupait, c'est devenu une petite fille, je dirais, plus que normale, très intelligente, qui a des dons de peinture, qui est super gentille, super affectueuse, puis il n'y a jamais eu d'autre chose, là. Son caractère ne change pas du jour au lendemain, ou d'une minute à l'autre, là. Même si son petit frère est après, des fois impatiente, ce qu'elle n'était pas avant. Découvrez les toutes dernières technologies utilisées par les agents d'investigation pour retracer les criminels. Voyez les nouveaux épisodes d'Experts en crime dans un instant à Canal D.